météorologie est une science exacte. Sauf que on va essayer de reproduire avec des équations l'atmosphère. Donc là-dessus, il y a une incertitude. Et dites-moi, ça vous dit de découvrir cette fois le métier d'ingénieur météo ? Et ce n'est pas n'importe qui nous en parle. Ma mère était très anxieuse dès qu'il y avait un cyclone, elle avait mal au ventre parce qu'elle avait vécu le cyclone de 1948 et sa maison a été emportée. Donc elle avait très peur des cyclones. Si on pense à elle, en pensant également à toutes les personnes qui sont âgées, qui ont vécu des cyclones, des moments très difficiles, de leur donner une bonne information, l'information adéquate et les précautions à prendre si nécessaire. Et des phénomènes en 45 ans de carrière, je peux vous dire que Jacques Cormier en a vu passer. Ce qui m'a marqué, moi, c'est quand l'équipe des prévisionnistes a réussi de faire une excellente prévision de chute de neige. À La Réunion ? Ah oui, il neige à La Réunion. C'est en 2003, ça avait duré 3 jours et on pouvait faire des bonhommes de neige. Installez-vous, branchez vos écouteurs, soyez les bienvenus dans ce 9e épisode d'Histoire de vie. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Jacques Cormier. Bonjour, chère madame. Je suis ravie de vous retrouver sur ce podcast. C'est un honneur pour moi de vous avoir en face de moi parce que, comme pas mal de Réunionnais, je vous connais. Vous avez fait partie de ceux qui s'invitent sur nos écrans de télévision à chaque fois qu'il y a une actualité qui concerne la météo. C'était donc une évidence pour moi de vous recevoir sur ce podcast pour nous faire découvrir le métier de prévisionniste parce que dans ce domaine, je pense que les auditeurs qui vous connaissent seront d'accord avec moi. Vous êtes juste la crème de la crème. Alors, si vous le dites, ça me fait rougir. Mais c'est très agréable de l'entendre dire. C'est un fait. Avant de plonger dans votre histoire, avant de découvrir votre parcours, ce qui vous a conduit jusqu'ici, je vais vous poser une petite question, une petite entrée en matière. Ça arrive assez fréquemment que les prévisionnistes prévoient de la pluie ou de l'orage, alors que finalement, on se rend compte que ce jour-là, le soleil brille plutôt généreusement. Comment cela est considéré chez vous, les prévisionnistes ? Est-ce que c'est une erreur de calcul, une faute professionnelle ? J'exagère peut-être un petit peu, ou simplement que la nature a le dernier mot face à la science ? Eh bien oui, malheureusement. C'est-à-dire que dans toute prévision, il y a une incertitude. Et ça, il faut bien l'appréhender. Et lorsqu'on fait une mauvaise prévision, ça m'est arrivé, on se sent mal. Et quand on fait une excellente prévision, on dit on a fait une excellente prévision, mais c'est pas pour ça qu'on va crier sur tous les toits, on a fait une excellente prévision. Et la nature nous oblige à rester humble. Donc, il n'y a pas de faute professionnelle. Il y a uniquement le fait que l'atmosphère, elle est chaotique. Elle n'est pas comme on voudrait. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Moi, j'ai toujours entendu dire que la météo est une science inexacte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? Bon, je dirais qu'elle est exacte, mais ensuite, il y a le phénomène que nos modèles de prévision, c'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire avec des équations l'atmosphère. Donc là-dessus, il y a des phénomènes, des incertitudes, et dans toutes ces prévisions, il y a un panel de possibilités. Et ça, ce panel de possibilités, on va le fournir aux professionnels, aux personnes vraiment compétentes. Ok, on a hâte de découvrir comment tout cela fonctionne, sur quoi vous vous basez pour élaborer vos prévisions et surtout, comment est-ce que vous travaillez en période de cyclone ? On se doute que ça doit pas mal bouger dans les locaux de Météo France. Eh ben non. Ah bon ? Eh ben non, ce travail, il est fait comme tous les jours. C'est vrai ? Comme tous les jours, sauf qu'il y a le directeur qui va venir de temps en temps avoir des informations pour transmettre aux autorités. Mais le travail, il est fait quotidiennement de la même façon. Ah là, vraiment, je suis complètement choquée parce que je pensais réellement que ce jour-là particulièrement, vous êtes tous mobilisés et vous jetez un coup d'œil sur vos logiciels avec beaucoup plus d'attention que les autres jours. Non, tous les jours, il y a ce qu'on appelle un briefing. C'est animé par un prévisionniste qui va dire, voilà le scénario qu'on va choisir pour qu'il y ait une cohérence dans la prévision. Mais ce travail, il est fait quotidiennement, 3 fois par jour. Et quand il y a un cyclone, il est fait 3 fois par jour. C'est un jour comme un autre. C'est un jour comme un autre. Restez à l'écoute, chers auditeurs, jusqu'à la fin de cet épisode. Je sens qu'on va apprendre énormément de choses et on va commencer par apprendre à vous connaître. Qui est Jacques Cormier en quelques mots ? Jacques Cormier, c'est un homme qui a été responsable du service de prévision de Météo France pour le sud de l'océan Indien il y a encore 3 ans. Maintenant, donc, je suis à la retraite. Je vis dans l'Ouest et je fais pas mal de trail et de la lecture.
Vous êtes passionné par les phénomènes météo depuis tout petit? Oui, très petit, mais très petit, c'était surtout les cyclones. Quand j'étais petit, je notais sur un cahier la position des cyclones que fournissait la seule radio de l'époque. Et c'était dans un cahier que j'ai gardé pendant plusieurs années. Ah ouais, et donc vous écoutiez ça avec beaucoup d'attention et vous notiez déjà? On notait, et puis on mettait également la position de ce cyclone sur une carte. Et on regardait la trajectoire. Mais comment vous regardez ça sur Internet? Internet existait déjà à ce moment-là? En 1962, Internet, on n'y pensait même pas. C'était uniquement à la radio, avec un journaliste qui va lire les positions. Mais ça se fait toujours, il y a des jeunes qui sont toujours passionnés et qui les notent. Oui, ça je le sais que ça se fait toujours parce qu'il y a des gens qui à la radio pendant les cyclones attendent que les animateurs donnent avec précision là où se trouve le cyclone. Donc oui, je vois, mais du coup c'est étonnant. C'est toujours pareil, hein, la position d'un cyclone, c'est donné avec une incertitude. Incertitude parce que, généralement ça se fait, le positionnement se fait par satellite, mais il y a quand même de l'incertitude. Il y a des moments qui vous ont marqué, un cyclone particulièrement, ou une période comme ça qui vous a marqué étant plus jeune? Ah, quand j'étais jeune, donc effectivement ça fait longtemps, c'était le cyclone Génie en 1962, le 28 février, où là, la rentrée scolaire était pour le 1er mars, qui n'a pas pu avoir lieu. Et ce cyclone est arrivé brutalement, et dans la maison, il y avait des rafales de vent qui ont dépassé les 200 km/h, et la porte de la maison voulait s'envoler, voulait partir, donc on était à trois enfants à tenir cette barre. Waouh! Et c'était assez stressant. Bah oui, je me doute. Ça montre quand même que la nature, elle est très forte. Oui, et c'est des moments comme ça, vous pensez, qui ont eu un impact sur vos choix professionnels après? Je pense que oui, parce que ma mère était très anxieuse dès qu'il y avait un cyclone, elle avait mal au ventre parce qu'elle avait vécu le cyclone de 1948 et sa maison a été emportée. C'est des maisons en paille à l'époque. Donc à chaque fois, elle avait très peur des cyclones. Si on pense à elle, en pensant également à toutes les personnes qui sont âgées, qui ont vécu des cyclones, des moments très difficiles, de leur donner une bonne information, l'information adéquate et les précautions à prendre si nécessaire. Donc le métier est venu aussi par ça. Je sais que vous accordez beaucoup d'importance au fait de ne pas créer un stress, de ne pas créer de l'angoisse chez les Réunionnais pendant ces périodes-là. C'est important pour vous d'être aussi, exact, objectif, ne pas laisser entendre que ça sera une catastrophe? Bon oui, s'il y a catastrophe, il faut là prendre les décisions nécessaires. Mais s'il y a un phénomène qu'on sait qu'il y a une incertitude, il faut prendre les bonnes décisions. C'est donc la gestion de crise, elle se fait comme ça. Il ne faut pas faire peur aux gens, il faut être préparé. Donc tout cela, cette gestion de crise, on doit tenir compte de la population et prendre les décisions nécessaires, ou du moins demander à la préfecture de prendre les décisions nécessaires. Avant de découvrir quel cursus vous avez emprunté pour obtenir ce résultat de carrière, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour savoir quel temps il va faire les prochains jours? Comment est-ce que vous faites pour avoir autant de précision, avec quel outil est-ce que vous travaillez? Les prévisionnistes travaillent avec des modèles, c'est-à-dire qu'on représente l'atmosphère sous forme d'équations. Très scientifique tout ça, je le sens. Et ensuite, on a des informations qui nous permettent de voir l'arrivée des fronts froids, de voir l'arrivée des cyclones, et des informations également qui nous permettent de connaître la quantité de précipitations. Mais les modèles ne font pas tout. Ils sont aussi inexacts. C'est là qu'arrive l'expertise du prévisionniste. Le prévisionniste doit apporter son savoir-faire. Il ne doit pas faire uniquement une transcription littérale des informations fournies par le modèle. Parce que sinon, c'est de l'intelligence artificielle. Je copie ce qui existe, mais non, il y a l'expertise que l'on entre en compte. Et cette expertise, elle dépend du nombre d'années qu'on a vécu tel endroit, la connaissance du terrain. Donc pour moi, le trail faisait partie de ça, cette connaissance du terrain. Ok. Et cette connaissance peut être faite en continu. On va prendre un cas où la mise en place de la vigilance vague submersion à La Réunion, auparavant, c'était uniquement des fortes houles. On disait il y a 5 mètres de houle qui va arriver sur les côtes. Mais on est parti sur une autre méthode qui est de voir maintenant les impacts à la côte. Et pour cela, par exemple, on est allé donc à Saint-Louis, à l'étang du Gol, donc discuter avec les gens, de leur demander de voir comment ils géraient une houle. Ils nous disaient, par exemple, quand la houle vient du nord, la houle cyclonique, ça ne fait rien pour nous. Par contre, les houles qui viennent du sud-ouest, c'est là qu'il y a un impact. D'accord. Donc là, ces impacts-là, il faut tenir compte des communes. Ça demande un gros travail d'aller voir les gens. Il faudrait qu'on fasse la même chose pour les vents forts
et pour la pluie. Oui, mais je pensais vraiment pas que vous travailliez en collaboration avec la population, comme ça que vous alliez sur le terrain pour obtenir certaines informations. C'est la méthode que moi je préconise. Vous ne pouvez pas parler de protection des personnes et des biens si vous connaissez pas les personnes, leurs besoins, si vous connaissez pas la cote. Donc il faut voir les gens, mais il faut voir également tout ce qui concerne tous les hauts notamment. D'accord. Et avec quel outil est-ce que vous travaillez ? Est-ce que c'est un écran d'ordinateur, un logiciel, je ne sais pas moi, satellite qui vous permet de voir Le satellite, ça permet uniquement de faire des observations, de D'accord. voir le temps qu'il fait. Ça nous donne aussi donc de voir les cyclones, de voir l'œil des cyclones. Mais ça nous permet également de voir la hauteur des vagues, les vents, les températures. Donc là, le satellite fait quasiment tout. Mais le logiciel lui-même tourne sur des énormes ordinateurs qui se trouvent généralement à Toulouse. Et c'est là que c'est ce qu'on appelle ces modèles, ces phénomènes, là tournent à peu près 4 fois par jour et qui nous donnent ces prévisions. D'accord. Donc ça demande beaucoup de données, que ce soit sur la Terre ou sur la Terre ou également dans l'atmosphère. Parce que nous, on s'occupe de tout ce qui est atmosphère. Et cette atmosphère, ça va depuis le sol jusqu'à à peu près 18 km d'altitude. Et comment on sait, par exemple, qu'il va pleuvoir demain ? Est-ce que c'est parce que vous voyez sur l'écran qu'il y a un phénomène qui arrive ou Comment on le voit ? On le voit parce que le modèle de prévision va nous mettre des précipitations sur telle zone. D'accord. Et ensuite, c'est le prévisionniste de voir est-ce que le modèle... Et ça, dans les briefings, les réunions qui se produisent 3 fois par jour, on discute de ça. Est-ce qu'on va choisir... Il n'y a pas qu'un seul modèle, malheureusement. Il y en a à peu près, généralement, 5 modèles. Et on va choisir le meilleur modèle pour pouvoir faire nos prévisions. Et donc ça demande des connaissances des modèles. Et puis, ça demande une bonne expertise du prévisionniste. Les connaissances, comment naissent ces connaissances justement ? Quelle étude est-ce que vous avez entrepris pour obtenir, je le disais, ce résultat de carrière ? Bon, disons que déjà, moi, j'ai fait un bac scientifique et après je voulais partir à l'armée comme pilote de chasse. Donc oui. Ça s'est pas fait. Donc après, je suis parti à Réunion Première Radio. À l'époque, c'était pas Réunion Première. C'était RFO. J'étais donc technicien, donc mise en onde. Comme j'étais reçu à ce concours de météorologiste, donc je suis parti en formation. C'était au sud de Paris, dans un fort. Ah ouais ? Dans un fort. Et puis ça a duré à peu près 2 ans. C'était quoi comme institut, si vous avez encore le souvenir ? Ça s'appelait donc le fort de Saint-Cyr. C'est un fort qui avait été créé pour 1870, avant 1870, pour défendre Paris. Ok. Donc la météorologie nationale, parce qu'à l'époque c'était la météorologie nationale qui est devenue Météo France, donc l'école se trouvait à cet endroit. Donc après, moi j'ai eu de la chance de terminer dans les premiers et je suis parti dans un centre de recherche. Waouh ! Tout proche de la vallée des Chevreuses, à Manille-les-Hameaux, où là j'ai découvert des choses que je connaissais absolument pas. J'avais jamais vu, par exemple, un vélocimètre à laser. C'est quoi un vélocimètre ? C'est un laser qui mesure... Maintenant, on le voit très bien. Lorsqu'on a des radars, ça sert à ça. Donc, c'est des lasers qui mesurent des très petites vitesses de quelques millimètres par seconde et on reproduisait en laboratoire ce qui se passait dans l'atmosphère. D'accord. Et moi, je suis revenu à La Réunion. J'étais responsable du service ressources humaines, finances, logistique, avant de basculer en 2003 comme responsable du service de prévision. Mais j'ai fait également un séjour comme responsable du centre départemental de Météo France en Charente, à Cognac. Vous avez connu des tempêtes, par exemple, en métropole ? J'ai connu des tempêtes, des très petites tempêtes, mais ce qui m'avait marqué, c'était une tornade qui était passée tout proche d'une église. On allait prendre le cercueil pour le mettre dans l'église, et il y a eu cette tornade, et qui a pris le cercueil qui s'est soulevé de 3-4 mètres. Ça m'avait impressionné. Waouh! Et c'était comme une évidence pour vous de revenir chez vous, travailler au sein du service Météo France ? Ben non, c'est parce qu'on m'a demandé de venir. C'est encore mieux. On m'a demandé de venir et je sais que si on vous demande de venir, il ne faut pas refuser. Je l'ai fait, mais c'était pas dans mon domaine. Je l'ai venu dans le domaine des ressources humaines, de la comptabilité. Donc là, c'était quelque chose de très nouveau. Mais ça m'a permis donc d'avoir
un autre côté de la météorologie quand même, il faut gérer les gens. Là, les ressources humaines, c'est quand même important au niveau de la formation, au niveau, par exemple, on a dû faire toutes les fiches de poste. Ça, c'est important. Tout simplement parce que les gens sachent qu'est-ce que je dois faire. Oui. C'était pas encore mis en place. Donc moi j'ai bien aimé. Les finances également, gérer les finances du service, la paie des personnels, c'était bien. Oui. J'ai appris des choses nouvelles. J'aime pas faire toujours la même chose. Donc je suis resté 3 ans et je suis parti au service de prévision. Comme quoi, hein, qu'importe votre objectif de vie, qu'importe les étapes que vous allez franchir, tout peut vous servir. Oui, lorsqu'on vous propose des choses, il faut le voir, parce qu'on apprend des choses. On apprend des choses, il faut toujours se remettre en question. Moi, j'aime bien me remettre en question, tout simplement. Pourquoi ? Parce que sinon, on va rester, on va faire toujours la même chose. J'aime pas. Oui. J'aime pas faire la même chose. Vous avez connu dans votre métier cette évolution technologique. Je pense que vous avez dû y faire face brutalement, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de différents outils qui vous permettent maintenant de travailler peut-être autrement. Comment vous avez vécu cette bascule ? J'étais à Météo France, on était les ordinateurs. C'était uniquement avec des cartes perforées. C'est là qu'on communiquait avec l'ordinateur. Ensuite, on a eu des micro-ordinateurs. Ça aussi, c'était un gros changement. Et puis ensuite, Internet, là, c'était plutôt dans les années 1985. On a eu la bascule. Et il a fallu au personnel de s'adapter. On a eu des cas où les gens ne comprenaient pas l'ordinateur parce que, qu'ils leur volaient leur travail quasiment. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais l'ordinateur ne fait pas tout. Il y a l'expertise humaine et cette expertise humaine, elle est importante. À ce moment-là, ça a allégé votre travail ? Je ne l'ai pas vu de cette façon tout de suite. On l'a vu tout de suite dans la communication. Parce qu'avant, c'était uniquement le téléphone. Là, les communications se faisaient par mail. C'était top, quoi. On communiquait très rapidement. Et il n'y avait plus de ces attentes au téléphone, etc. Ça enlève un petit peu le contact humain. Mais le mail, pour moi, a fait beaucoup de bien. Il y a des moments qui vous ont marqué dans votre travail, des anecdotes, quelque chose que ce soit un cyclone ou pas forcément, juste une anecdote d'une journée de travail. Ce qui m'a marqué, moi, c'est quand l'équipe des prévisionnistes a réussi de faire une excellente prévision de chute de neige. À La Réunion ? Oui, il neige à La Réunion. Ah mais oui ! Neige à La Réunion. Le plus gros épisode des Jeux, c'est en 2003. Ça avait duré 3 jours. Il a neigé donc pendant 3 jours à La Réunion, surtout sur la région du Volcan. Mais il a neigé également au Piton des Neiges, au Grand Bénard. Et on pouvait faire des bonhommes de neige. Et ensuite, en 2006, on a eu au mois d'octobre cette prévision qui était excellente, qui a été faite par les prévisionnistes. Et il a neigé. Et en même temps, il y avait une éruption volcanique. Waouh ! Mais c'était le top. Les Réunionnais, à ce moment-là, ont dû être juste émerveillés. Oui, mais il y a eu aussi beaucoup d'embouteillages. Oui. Ça, j'en ai aucun doute. Et depuis cette époque, n'a pas neigé à La Réunion. Oui. Mais ça viendra. Vous pensez ? Bien sûr. J'ai hâte. D'ailleurs, pendant longtemps, à Météo France, on a dit je parle là dans les années 1960, 1970, on disait qu'il ne pouvait pas neiger à La Réunion. Dans une île tropicale, il ne neigeait pas. Or, les gens disaient, il neigeait. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de visites, donc des gens qui sont partis, qui ont vu que c'était de la neige. Pour qu'il neige, il faut qu'il y ait un nuage et que ça tombe. C'est pas uniquement du givre. C'est la condensation au niveau de l'eau qui se trouve au niveau du sol. Donc là, il y a donc de la neige qui tombe. Et vous pensez réellement que ça peut se reproduire dans une époque où on parle beaucoup du réchauffement climatique et de ses conséquences ? Alors, on a les climato-sceptiques qui disent que l'homme ne joue pas du tout là-dessus. On a les journalistes qui disent que là, c'est la catastrophe, mais qui ne regardent pas du tout qu'il y a de l'incertitude là-dessus. Le changement climatique, c'est un phénomène, c'est une grave menace quand même pour la planète, mais c'est pas le phénomène le plus qu'on doit s'en préoccuper maintenant. Ce qu'on doit se préoccuper, c'est sur la pollution. Il y a chaque année quasiment 8 millions de personnes qui meurent par la pollution. C'est 10 fois, c'est les chiffres fournis par l'Organisation météorologique de la santé. C'est 10 fois plus le nombre de morts des cyclones, des tremblements de terre, des inondations réunies. Et ça, on en parle très peu. On a vu que même cette année, on a eu des écoles qui ont été fermées en Inde à cause de la pollution. Donc ça, il faut faire très attention. On doit être sensible à la cause environnementale quand on veut travailler dans un service comme Météo France ? Moi, je pense que oui. Oui. C'est de l'atmosphère, c'est là où on travaille, c'est là notre laboratoire. Donc on doit absolument être sensibilisé à l'écologie, à l'environnement et au changement climatique. Comment est-ce que vous travaillez d'ailleurs là-bas ? Est-ce que vous pouvez me présenter une journée type ? Vous arrivez, vous êtes chef prévisionniste. À quoi ressemble votre journée ?
du responsable ou des prévisionnistes, parce que le travail se fait par équipe. On a à peu près 4 prévisionnistes. 4 prévisionnistes, ça dépend de la période de l'année. Cette période de l'année, il n'y en a plus que 3. Et les tâches sont réparties d'une manière différente. D'accord. Ces prévisionnistes commencent généralement à partir de 6 heures du matin. Et il y a très rapidement une première réunion qu'on appelle un briefing, où on va dire ce qui va se passer dans la journée. Il y a une deuxième réunion qui va se faire vers 11h30. Là, c'est pour une prévision jusqu'à 4 jours. Et puis une autre prévision pour confirmer pour la nuit qui se fait dans l'après-midi. D'accord. Donc c'est un travail d'équipe. Exemple concret, première réunion de la journée, vous vous dites quoi par exemple ? Bon, écoutez, je dis bonjour à tous. Aujourd'hui, le modèle de prévision américain GFS n'est pas bon. On va choisir donc le modèle européen. Ok. Donc le modèle européen, pour la journée, la grande tendance, un vent de secteur est avec 50 km/h. Donc tu mettras des pluies, au prévisionniste, il y a un prévisionniste qui s'occupe de la Réunion, tu mettras des pluies sur la région est. Elles seront faibles à modérées, amélioration dans la matinée. Et ensuite, donc, toutes ces informations sont fournies aux prévisionnistes qui vont les retranscrire en bulletin ou pour alimenter le site Internet. D'accord. Et répondre également aux différents médias et faire les assistances prévues. Et c'est donc avec ce bulletin qu'on va retrouver sur le site de Météo France que les présentateurs, les animateurs vont annoncer les prévisions de la journée à la radio et à la télé. C'est un petit peu différent. Généralement, il y a un briefing également qui se fait avec les présentateurs de Réunion Première et d'Antenne Réunion. On leur dit voilà ce qui se passe. Elles posent des questions, ces personnes posent des questions pour savoir, pour la retransmission sur leur carte. Donc il y a un travail en commun, un briefing qui se fait d'une manière régulière. Même quand il n'y a pas de cyclone, même quand il n'y a pas de phénomène particulier, vous voulez dire que quand on voit, j'en sais rien moi, Harmonie Peria, c'est je pense la présentatrice d'Antenne Réunion, qui nous présente la météo du soir, elle nous la présente, mais elle a eu en amont un brief de Météo France. Voilà, mais c'est elle qui va appeler. Si elle ne veut pas appeler, elle n'appellera pas. D'accord. Mais il est préférable quand même d'avoir des informations différentes. Et puis ces présentateurs, présentatrices sont formés. Généralement, la formation dure à peu près 3 jours. Lorsqu'elles arrivent, donc il y a une formation qui leur présente c'est quoi la météorologie, etc. etc. Ça vous arrive d'écouter la météo à la radio ou à la télé avec beaucoup d'attention et de vous rendre compte qu'en fait, non, il dit n'importe quoi là, c'est pas du tout ça. Non, je respecte quand même le prévisionniste. Pas le prévisionniste, mais l'animateur qui nous dit, par exemple, qu'il y aura une couche nuageuse à Saint-Benoît, alors que c'est pas forcément le cas, ou c'est une erreur d'interprétation. Est-ce que ça vous arrive d'observer tout ça ? C'est inévitable qu'on fasse des erreurs. C'est éviter d'en faire toujours les mêmes. Et il m'était déjà arrivé d'appeler, quand j'étais en fonction, d'appeler un présentateur pour lui dire ça n'arrive pas souvent. Hein. Là, tu aurais dû dire ça parce que là, on n'a pas très bien compris ce que tu veux dire. Mais il faut dire que c'est très difficile aussi. Moi, je suis déjà essayé à faire de la présentation à la télévision. Le timing est très serré quand même. Oui. Timing très serré. Bon, transition toute trouvée. Jacques Écormier, vous êtes un homme de médias. On vous a souvent vu à la télévision quand il y a n'importe quelle actualité qui concerne la météo à La Réunion. Vous me disiez en off que vous aviez voulu être journaliste à l'époque aussi, quand vous étiez jeune. Donc finalement, ce n'est pas par hasard que vous excellez dans l'art de communiquer sur ces informations météo quand il y a le passage d'un cyclone ou quoi. Ouais, je vais pas utiliser le mot exceller, mais j'aime bien parler, communiquer, fournir l'information, que ce soit aux médias, au grand public, aux interlocuteurs de l'État, parce que faire une excellente prévision n'est pas suffisant. Il faut communiquer et savoir la communiquer. Notamment à la télévision, la gestuelle joue un très grand rôle. Si on est fermé, si on regarde, d'ailleurs le public le sent tout de suite, quand quelqu'un a envie ça se termine et ça se ressent. Donc il faut avoir une gestuelle adaptée. Et vous preniez plaisir, ça se voit, que vous prenez plaisir à annoncer certaines choses, à donner les bonnes informations. Vous le faites plutôt bien. C'est moi qui disais tout à l'heure que vous excellez. Et vous êtes assez modeste. Non, je n'excelle pas. Je fais juste les bonnes choses au bon moment. Mais c'est quelque chose qui fait partie de vous aussi. Oui, mais j'aime bien communiquer. D'ailleurs, très souvent dans la rue, on me demande « Hey, monsieur Cormier, quel temps il fait ?» Bon,
Je réponds favorablement. Je pense que ça me fait plaisir de communiquer. Ça me fait plaisir que les gens soient contents. Les gens soient contents de Météo France. Parce que le but, c'est quand même... Moi, j'appartenais à Météo France. Donc le but, c'est que Météo France soit reconnu. Parce que par moments, on disait qu'on était très mauvais, etc. Comment vous avez vécu cette médiatisation ? Est-ce que vous avez le souvenir de la première fois que la presse vous a sollicité pour des directs à la télévision, à la radio, et que vous vous êtes retrouvé face à la télévision pour donner ces informations ? Bon, déjà, j'avais déjà eu une formation au niveau de la communication. Ah oui ? Avant de faire cette première fois. On vous forme aussi pour ça à l'école ? Oui, on forme pour ceux qui le souhaitent. On fait une formation. Parce qu'il y a un studio à l'École nationale de la météorologie qui se trouve maintenant à Toulouse. Il y a un studio de télévision. Donc là, c'est fait uniquement pour que les gens apprennent à s'exprimer. Donc j'ai suivi cette formation. Et le premier cas, je venais prendre le poste il y a 2 jours. Oui. Et il neige à La Réunion en 2003. Cette fameuse journée. Voilà. Et donc, on a eu la formation par le responsable du gîte de Bellecombe. Donc, ça s'est très bien passé. Et surtout de dire que effectivement, il avait neigé. Pourquoi il avait neigé ? Donc là, il faut aller très, très, très vite. Et ça demande... Pour moi, avant de m'exprimer à la télévision, il y a un temps où moi, je vais tracer les grandes lignes de ce que je vais dire. Et je vais m'y conformer. Bien sûr, je vais répondre aux questions. Mais cette préparation, pour moi, elle est absolument nécessaire pour éviter d'avoir des couacs. Parce que je ne représente pas Jacques Cormier, quand je m'exprimais, je représentais Météo France. Et ça, il fallait le mettre en évidence. Et puis, si j'ai pu m'exprimer, c'est grâce aux différents directeurs qui m'ont fait totalement confiance. Oui. Parce que s'il n'y avait pas cette confiance, ce serait un refus. Et cette confiance, elle était absolument nécessaire parce qu'il fallait communiquer. Et très souvent, Météo France ne voulait pas communiquer. Tout simplement parce que, il faut y aller, il faut se préparer. Oui. Et puis, quand on s'expose, on est sujet à des critiques. Et donc, moi, j'ai bougé un petit peu les lignes là-dessus. Et on a fait de la même chose quelques années plus tard pour un compte Facebook. Mais le combat était assez long. Parce que les gens ne voulaient pas de compte Facebook. Et le compte Facebook, c'est nécessaire pour communiquer. Il faut s'adapter aux nouvelles demandes de la population. Donc maintenant, je suis content, ça fonctionne très bien. Et cette relation avec les médias, elle a duré quand même plusieurs années, quasiment toute votre carrière finalement. Elle dure toujours. Elle dure toujours. Elle dure toujours, mais très souvent, je leur demande de s'adresser à Météo France, mais parfois, j'y vais. Je ne veux pas toujours dire non. Je n'aime pas trop dire non, surtout au niveau des médias. C'est adorable. Et puis les médias changent quand même maintenant. On regarde plus tellement la télévision, c'est plutôt YouTube, c'est Facebook, un petit peu moins de temps en temps. Mais ça, c'est absolument nécessaire. Il faut s'adapter à son époque. Et du coup, toujours dans ce rapport avec les médias, les gens ont commencé à vous reconnaître à la rue parce que vous incarnez la météo à La Réunion. Je me suis vraiment rendu compte quand je suis parti à la retraite. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que, tu avais bien marqué ton passage à Météo France. C'est là que je me suis rendu compte. Avant, non, j'étais peut-être trop dans la communication et dans le métier que je faisais. Quelque part, vous ne vous rendiez pas compte parce que vous étiez professionnel, vous restez focus. Pour vous, vous faites juste votre travail. Vous communiquez à un moment où on vous a demandé de communiquer. Donc, oui, j'essaie de faire... C'est ça qui compte, c'est faire son travail dans l'humilité, dans la modestie. On fait chacun uniquement son boulot. Moi, je me souviens quand vous êtes parti à la retraite, les commentaires sur les réseaux sociaux. Ah, bonne retraite, monsieur Écormier, vous aurez marqué l'histoire de la météo à La Réunion. Et il y avait énormément de personnes de toutes générations, même des jeunes, qui semblaient tristes de votre départ. Et ça s'est ressenti aussi lorsqu'il y a eu le premier cyclone qui a suivi votre départ à la retraite. Les gens dans les commentaires réclamaient Jacques Écormier alors qu'il y avait une nouvelle personne qui représentait Météo France. Mais il ne faut pas rester triste. Ouais. Parce que la vie, grosso modo, dans notre vie, on va gesticuler comme pendant 1 heure. C'est-à-dire, on se mettra en avant du spectacle. Mais d'ici 20 ans, on aura oublié totalement. Oui. Et c'est comme ça. C'est la vie qui est ainsi. Moi, la vie, je suis croyant. Je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Et la mort, on nous prépare à la vie. Comment on va vivre ? On emmène à l'éducation. Mais on ne nous prépare pas à la mort. C'est un peu triste ce que je dis là. Mais la mort, faut pas le voir comme une certaine tristesse. C'est comme une vie, un déroulement normal. Oui, c'est clair. La vie est faite de naissance,
De mort aussi, même si ça... En général, quand on parle de la mort, ça plombe un peu l'ambiance. Du coup, ça instaure un climat un peu comme si on réalisait finalement que ça fait partie de la vie. Non, moi, je suis un petit peu comme les Tibétains là-dessus. Ça fait partie de la vie. On doit s'y préparer. Bon, on ne pense pas en permanence à ça, mais se dire que il y a des personnes après, et les enfants font partie de cela. Où il y aura peut-être juste le moment où ça va faire clac, Ouais. ça posera problème. Mais non, pour le moment, je suis plutôt zen là-dessus. Jackie Cormier, tout à l'heure, j'avais prévu un grand volet cyclone dans cette interview parce que moi, dans ma tête, je me disais que ça doit bouger pas mal quand il y a un cyclone au sein de Météo France. Donc là, on va découvrir pas mal de choses, comment ils travaillent et tout pendant cette période. Mais tout à l'heure, vous m'avez tout de suite dit que non. 3 réunions en pleine journée. Donc ça reste, ça ne bouge pas, c'est comme d'habitude, juste qu'il y a les autorités qui s'en mêlent. Il y a les autorités et puis la pression médiatique qui est un peu plus forte. Ça sert à rien de faire d'excellentes prévisions quand il fait beau, quand le ciel est bleu. Ce qu'on nous regarde, c'est de faire d'excellentes prévisions lorsqu'il y a un phénomène important. Il n'y a pas que les cyclones qui impactent la Réunion. Quand on regarde le nombre de morts, c'est très souvent la houle. Je me rappelle, c'était en 2007, c'était une année où il y a eu beaucoup de phénomènes. Il y a eu l'éruption volcanique du siècle. Il y a eu cyclone Gamède, où là on a le pont de la rivière Saint-Étienne qui est tombé. Il y a eu également une forte houle. Jusqu'à présent, c'est la plus grande forte houle qu'il y a eu à La Réunion, avec des vagues, là c'était au large 15 mètres, mais 11 mètres mesurés, et des houles de secteur sud-ouest. C'est ces houles-là qui impactent le plus les côtes de La Réunion. Et puis, ce qu'on ne sait pas tellement les gens, c'est que la météorologie, c'est pas uniquement les cyclones, c'est pas uniquement la houle, c'est aussi les autres relations. Par exemple, avec l'Observatoire volcanologique. Lorsqu'il y a eu cette éruption, il y a eu beaucoup d'émissions de gaz, et cette pollution atmosphérique, elle a quand même posé problème à La Réunion sur la pollution, mais également cette pollution est allée jusqu'en Australie. Waouh! Et on a eu, lors de cette éruption, des pluies acides. C'est-à-dire, lorsque la lave tombe en pleine mer, il y a de l'acide qui se produit, et s'il y a eu des pluies, les pluies qui retombent sur les toits deviennent acides. Et on a eu des toits qui ont été brûlés et la peau des gens également qui ont été brûlés. C'est un phénomène où on a eu une éruption qui était hors enclos. C'est incroyable quand même. Donc le volcan, donc des relations avec cela. Lorsqu'on a construisé la nouvelle route du littoral, il y avait une assistance également qui était faite là-dessus. La route des Tamarins. Donc pour la construction, on faisait donc des prévisions qui est liée à surtout au niveau des viaducs, au niveau des grandes ravines, etc. Là, il y avait une assistance météorologique assez importante. Et là, surtout, c'est il faut pas dire n'importe quoi, parce que du coup, les gens qui vont s'occuper du chantier, ils prennent certaines décisions en fonction de ce que vous leur dites. Fait. Puis également les avions. Il faut faire d'excellentes prévisions pour ces avions. Mais on arrête l'aéroport parce qu'il y a des vents trop forts, et là, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Oui, c'est une grande responsabilité quand même. Voilà, la responsabilité revient toujours aux décideurs. Oui. Mais là, donc, c'est au niveau de l'assistance. D'accord. J'ai une dernière question avant qu'on clôture ce podcast. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui souhaite exercer ce métier, prévisionniste météo, parce que le but du podcast, c'est d'inspirer les jeunes qui souhaitent réaliser un rêve, peut-être. Un conseil pour ce jeune qui nous écoute. Je vais lui dire que crois en toi, en tes capacités. Il y a eu plusieurs cas de jeunes qui sont partis à l'université. Parce qu'à l'université de La Réunion, on forme des jeunes jusqu'au niveau master et peuvent passer un concours spécial pour devenir ingénieur de Météo France. Donc, je leur dis, allez-y. Il y en a à peu près 5 jeunes, qui ont été en formation à Toulouse. Donc, il faut croire, on a les capacités et puis il faut savoir s'adapter. Toujours s'adapter. Merci Jackie Cormier d'avoir participé à ce podcast Histoire de vie. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Merci à vous. J'ai juste oublié de vous poser une petite question. Alors celle-ci, vous avez le choix. Soit vous y répondez, soit vous n'y répondez pas. Il n'y a pas d'obligation. Combien gagne un prévisionniste Météo France? Une fourchette. On n'a pas besoin d'avoir la somme exacte. Disons que les salaires sont affichés. C'est les catégories A, catégorie B. Donc les salaires sont effectués auxquels on va ajouter une prime. À La Réunion, il faut tenir compte également de cet indice de cherté de la vie, donc entre 3 000 et 4 000 euros. Ok, c'est pas mal. Non, c'est bien. Oui. C'est très bien. Oui. Mais on débute, mais malheureusement, on débute au SMIG.
Et quand on est à l'école de la météorologie, ce qui est formidable parce qu'on est déjà fonctionnaire, on a un salaire qui est le SMIC, mais ça quand même, sur le site où se trouve l'école de la météorologie, il y a donc une résidence universitaire et il y a également de quoi se nourrir, donc une cafétéria. Génial. Ah oui, c'était... De bons souvenirs, j'ai l'impression. Oui, moi j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien les gens que j'ai rencontrés également. Tout ça, ça me garde d'excellents souvenirs. Voilà. Eh ben merci Jackie Cormier encore une fois d'avoir participé à ce podcast. C'est un réel plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. À chaque fin d'épisode, Jackie Cormier, on donne un mot-clé aux auditeurs qui nous écoutent pour être sûr qu'ils ont écouté l'épisode jusqu'à la fin. Je vais vous laisser nous donner le mot-clé du jour. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Voilà, ça sera pas un mot, ça sera une phrase. Donc, mettez en commentaire, aimez ce que vous faites. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, si vous l'avez écouté depuis YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à mettre une note aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet échange. Nous, on se retrouve dans 2 semaines à peu près en compagnie d'une nouvelle personnalité. À très vite!